pas les équipes pour faire le boulot suffisamment vite, c'est vrai, mais c'est parce qu'effectivement, à cette époque-là, le tarif d'achat du photovoltaïque était tel que tout le monde voulait en faire. C'est d'ailleurs pour ça que l'État a baissé les prix d'achat, parce qu'il s'est rendu compte qu'on allait complètement dans le mur et vers une explosion des coûts d'ailleurs. Pour la raison que je vous ai expliquée, c'est qu'on fait payer aux consommateurs d'électricité le fait qu'on veut substituer les énergies renouvelables aux énergies carbonées, ce qui est absurde. Il faudrait faire payer effectivement aux consommateurs d'énergie carbonée, c'est-à-dire au gaz, au charbon et au fioul. Mais ça, c'est un autre sujet, on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Donc là, effectivement, ces questions de file d'attente sont en train de se résorber, et aujourd'hui, on arrive, les procédures sont bien revenues aux normes prévues, et on arrive à raccorder le photovoltaïque comme l'éolien dans les délais suffisants. Pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, j'ai consulté mes chiffres. En Loire-et-Cher, on a actuellement 1400 producteurs d'énergie renouvelable. Pourquoi beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de photovoltaïque, justement, qui est raccordé et qui marche, pour 52 MW installés. Étant entendu que sur ces 52 MW installés, sur le réseau électrique, il y a 35 MW d'éolien, 7 MW de photovoltaïque, pardon, 9 MW de photovoltaïque, et 7 MW de biomasse. Au niveau de la région centre, globalement, on a 9000 producteurs d'énergie renouvelable, pour ce qui est des petites puissances, et 335 producteurs en grosse puissance, c'est-à-dire supérieurs à 36 kW installés, et la puissance installée en région centre de 765 MW aujourd'hui, c'est-à-dire, on va dire, presque la puissance d'un réacteur nucléaire, pas tout à fait. Et les objectifs de la région centre, toutes énergies confondues à l'horizon 2020, dans le cadre de son schéma régional climat et énergie, et donc de 2600 MW d'éolien, 253 MW de photovoltaïque, donc le photovoltaïque est pour l'instant, sera en 2020 seulement à 10% de l'éolien, et 217 MW de biomasse. Voilà quels sont les objectifs de la région centre en matière énergétique dans le schéma régional climat et énergie. Alors, Je voudrais simplement ajouter quelque chose par rapport à ce que M. Brault disait. Il y a notamment par rapport à la protection des grands groupes français. Il se trouve que je fais partie d'un groupe de 17 éleveurs. On a créé une société pour faire aussi du photovoltaïque. Donc ça, c'était en 2009. Il nous a fallu plus d'un an et demi pour mettre ça en place. Et c'était à la période où, effectivement, l'État nous a dit qu'il y a beaucoup trop de projets photovoltaïques en France, il faut sabrer tous les petits projets. Donc, on nous a sabré de tous les côtés, c'est-à-dire que quand vous envoyez des documents type lettre recommandée avec accusé de réception, ça ne sert strictement à rien. Il a fallu. Alors, c'était un projet important, puisqu'il y avait 3,5 MW de production sur des bâtiments agricoles. 25,2. Et il a fallu qu'on paye un huissier de justice pour faire tamponner le tas de dossiers qui était haut comme ça, et lui demander d'emmener tout à Paris pour que enfin on reconnaisse que notre dossier était bien effectivement arrivé chez chacune des filiales ou des gens qui travaillent sur ces dossiers. Et réceptionné à temps. Et réceptionné à temps. Et c'est quelque chose d'innommable. Alors qu'on a fait quelque chose qui nous a permis de mutualiser par rapport aux différents coûts de rachat, parce que tout le monde n'était pas pareil. Donc on fonctionne comme une coopérative. Et ça, pour moi, il y a ça qu'il faut combattre en France. Il y a un deuxième aspect, c'est effectivement l'aspect réglementaire, administratif. Ça fait 40 ans que je me bagarre dans les organisations agricoles pour assouplir un petit peu le tout. Aujourd'hui, la pire des choses, c'est l'interprétation personnelle de chaque personne qui instruit des dossiers sur des lois, sur des règlements. Inadmissible qu'on ne puisse pas, au niveau des instructeurs, qui soient des fonctionnaires ou pas, peu importe, mais qui ait la même lecture de texte de loi. Ça, c'est totalement inadmissible. On s'en remet avec personne. Et puis, l'autre aspect, c'est par rapport à la biomasse. On est alerté, on a alerté au niveau national actuellement. Aujourd'hui, des projets de méthanisation en France, il faut savoir qu'on a 5000 en Allemagne. C'est un des pays de plus, pour tout un tas de raisons. En France, on en est à une toute petite centaine en termes de projets agricoles, de réalisation agricole. Et il y en aura sans doute pas beaucoup. Pour une simple raison, c'est que l'ensemble des déchets d'origine agricole sont en train d'être répertoriés et répercutés par des grands groupes comme Veolia,
ou par des sociétés d'équarrissage. Donc, tout ce qui pourrait être revenu complémentaire pour l'agriculteur, on est en train de tout nous piquer. Et ça, je comprends. J'ai la même crainte On mangera des grillons. J'ai la même crainte en ce qui concerne la filière bois, parce qu'il est bien évident que la production, c'est une production du sol. Et j'ai bien peur que ces grands groupes aient la main mise sur le foncier de nos secteurs ou des secteurs français, de façon à couper un petit peu ce circuit et récupérer la mise avec les énergies fossiles, les productions fossiles. Donc il faudra veiller à ça, je ne sais pas si vous avez une idée sur la question, mais ce ne sont que des terres avec des bois plantés dessus. Et à partir de ce moment-là, en mettant les fonds qu'il faut, ces gens-là pourront appréhender le foncier. C'est une analyse qu'on avait imaginée, mais on constate que ces grands groupes-là investissent beaucoup dans les centrales. Il y a des millions d'euros, des centaines de millions d'euros qui sont investis dans les centrales de cogénération, mais quasiment rien sur l'offre. Et même s'il fallait faire quelque chose, en ce moment, ils ne le font pas. Et ça ne rentre pas dans le même budget, pour eux, ça rentre dans le fonctionnement. Et aujourd'hui, ils font peser effectivement le développement de l'offre au petit. Peut-être que ça se fera un jour, mais on ne le voit pas encore aujourd'hui. Peut-être que c'est à creuser, en tout cas de l'autre côté. Merci. Donc, on va passer aux questions sur l'éolien parce qu'il y en a beaucoup. La première question, est-ce qu'il y a une obligation d'études préalables pour mettre en place des éoliennes? Quelle est la quantité d'électricité nécessaire à l'élaboration d'une éolienne de moyenne ou de grande puissance au final? Est-elle rentable? Une autre question, a-t-on un pourcentage annuel de production réelle dans les éoliennes? Et les éoliennes qui tournent produisent-elles toujours de l'énergie? On a entendu parler là par rapport au fait qu'il fallait de temps en temps les couper. Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est en fait, il y a des installations d'éoliennes et il y a beaucoup de promesses qui sont faites, notamment le fait qu'il peut y avoir des relais en cas de coupure électrique, qu'il peut y avoir voilà, et que au final, ce qui a été proposé n'est pas réalisé dans la réalité. Donc, quel coût au bout du compte pour ces installations qui ne fonctionnent pas? Je vais bien apporter quelques éléments de réponse, sans être un spécialiste de l'éolien. Il faut faire avec l'éolien comme pour le photovoltaïque, c'est-à-dire une étude avant d'engager tous travaux. On a parlé d'orientation, d'inclinaison pour le photovoltaïque. Pour l'éolien, il faut faire exactement pareil. Il faut faire d'abord une étude des vents, il faut faire une étude est-ce qu'il y a des bâtiments autour, est-ce qu'il y a des arbres, etc. Plus les problèmes d'urbanisme, enfin, il y a une distance vis-à-vis du voisinage, il y a le permis de construire, mais même avant de parler de ces questions-là, pour savoir si l'éolienne va produire, il faut savoir si elle va recevoir du vent et du vent correctement. C'est que déjà par principe, une éolienne en milieu urbain, voilà, à mon avis, voilà, il y a une carte des vents. Les vents sont différents en fonction de l'altitude. On n'a pas le même vent à 10 mètres du sol qu'à 50 mètres du sol. Et oui. Voilà, une éolienne en milieu urbain, c'est quasiment une aberration. Donc quand on vous promet une éolienne va produire quelque chose si vous la mettez sur le pignon de votre garage, si vous êtes en ville, il y aura tellement de turbulences par votre propre bâtiment et les bâtiments voisins, et les arbres, si vous avez des arbres sur votre terrain, que la production va être complètement perturbée et que l'éolienne ne produira jamais ce qui est écrit sur le papier. Oui, il y a une autre contrainte, disons juste les éoliennes qui sont inférieures, dont le mât est inférieur à 12 mètres, n'ont pas de contrainte particulière, c'est-à-dire il n'y a pas d'étude particulière à faire si on n'en fait pas. Il n'y a aucune
Un petit peu long. Oui. Oui, donc jusqu'à 12 mètres, il n'y a rien de particulier à faire. Par contre, au-delà de 12 mètres, là, il y a un permis de construire à demander, il y a toute une opération à faire. Mais jusqu'à 12 mètres, on n'est pas obligé. Donc, il faut effectivement que l'entreprise qui va installer fasse une étude préalable pour les rangs, pour la faisabilité de l'opération, mais ça n'est pas obligatoire. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Il y a un rayon de, je crois, c'est 300 ou 500 mètres autour des bâtiments protégés. Ça, c'est tout à fait d'accord. Par contre, oui, c'est 500 mètres. Oui. Donc, effectivement, ça, on rectifie 500 mètres. Et par contre, il n'y a pas de... Jusqu'à 12 mètres, vous n'avez aucune obligation, même pas une demande d'autorisation. Hein. Moi, j'ai eu l'expérience moi-même. J'ai demandé, mon éolienne fait 11 mètres 90. J'ai fait une demande à la mairie. La mairie m'a dit non, il n'y a même pas de DTEPC à faire, il n'y a rien. Vous pouvez y aller, ça ne nous concerne pas. Pour l'éolien, là, toujours rapidement, donc une personne pense que ce n'est pas tout à fait renouvelable hein, du fait de son intermittence et qu'en plus ça peut générer des nuisances hein, sur l'environnement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Le fait qu'elle soit intermittente, oui, c'est clair. C'est le cas au moins du photovoltaïque et de l'éolien, comme on a été plusieurs à l'exposer. C'est pas pour ça que ce n'est pas renouvelable. C'est pour ça qu'on prend des coefficients de foisonnement. Donc, est-ce que les éoliennes fonctionnent tout le temps? Non. On estime qu'en gros, lorsqu'on installe un parc éolien, on va récupérer, en supposant que la puissance soit constante, à peu près un quart. Si vous installez un champ de 100 MW, vous savez que vous pouvez compter en moyenne sur 25 MW. Tout ça est intégré dans les calculs, c'est pas un souci. L'éolien, aujourd'hui, est au moment où on parle, l'énergie renouvelable la plus mature, la moins coûteuse, je ne parle pas d'hydraulique et des grands barrages hydrauliques, mais la moins coûteuse. C'est d'ailleurs pour ça que dans les objectifs régionaux, à 2020, il est attendu 2600 MW d'éolien. C'est aujourd'hui, et en plus, on peut rajouter pour se faire plaisir, que sur l'éolien offshore qui est en train de se développer, c'est quand même les sociétés françaises qui sont au premier rang, avec Alstom, avec EDF, qui ont la capacité et la technologie pour le faire. Il faut arrêter de dire du mal de l'éolien, c'est une véritable énergie renouvelable et la plus mature aujourd'hui, avant d'être probablement rattrapée par le photovoltaïque dans les années 40. C'est une énergie renouvelable, mais ce n'est pas vraiment une énergie écologique et moins coûteuse pour qui? Parce que pour le contribuable, ce n'est pas vraiment une énergie moins coûteuse. Par contre, ça profite bien pour le éolien. Parce que, enfin, moi, je ne vends pas d'éolien, je n'en fabrique pas. Donc, je vous dis ça du point de vue de ce que je vois et de ce qui se passe sur le réseau. C'est incontestablement l'énergie aujourd'hui qui prend le plus de place. C'est certainement transitoire, parce que le photovoltaïque va certainement la rattraper dans 10 ou 15 ans. Mais c'est une réalité objective. Parce que pour rejoindre le problème des grandes sociétés, c'est aussi ce qui est le plus intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un tarif de rachat intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a un tarif de rachat intéressant parce qu'il faut bien développer les énergies renouvelables si on veut sortir de l'économie des carbone. Et ça s'appuie quand même le changement plus bas et toutes les autres énergies plus bas et d'autres peut-être qui pourraient être mieux développées sont freinées parce que c'est l'argent qui est dépensé pour l'éolien. Aujourd'hui, on rachète plus cher le photovoltaïque que l'éolien. L'éolien n'est pas racheté très cher. Bon, je pense que la coexistence entre les macrostructures et les microstructures peut se faire. Et comme je vous disais au début, on va quand même vers une période où la démographie galopante va passer à 9 millions, 9 milliards ça veut dire 10 milliards en est rupture du milliard. Donc il est parfaitement nécessaire d'envisager
dans l'avenir la possibilité de coexistence des deux. Maintenant, effectivement, quand vous avez des micro-éoliennes de 600 watts qui ne servent à rien du tout, montées sur un toit avec deux sources de vent qui partent de chaque côté de l'éolienne sur la faire tourner, à la limite, ça ne sert à rien. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il est peut-être important de retrouver l'esprit coopératif comme les agriculteurs avec le Cuba pour refaire au niveau du village des coopératives d'utilisation d'énergie renouvelable avec des éoliennes de 10, 20, 30 kW, ça se discute par rapport à la capacité de consommation du village. Et alors là, on a un petit outil dont les bas pour 25-30 mètres, des hélices tripales, avec des hélices qui vont tourner à 3 mètres de seconde, avec la possibilité sur ces rotors d'avoir une power variable et une triple sécurité au niveau des vitesses de rotation. Effectivement, je ne parle pas de ça. Mais cette énergie-là, éolienne, couplée dans le liquide, avec des cellules photovoltaïques peut-être de sol, et en même temps peut-être du biomasse en plus sur des groupes, sur un groupe électrogène, je pense que c'est une belle vision. C'est une vision qui en plus aura la possibilité dans un secteur rural qui sociologiquement s'est individualisé depuis 50 ans, de regrouper personnellement les gens autour de l'éolienne. C'est une coopérative sur laquelle elle flotte. Une fois le gouvernement donne le prix qu'il faut au départ, et ensuite la gestion est faite par l'ensemble des coopérateurs, exactement comme une coopérative. Alors chacun, bien entendu, rentrant dans les chartes, suivant la quantité consommée. On peut aussi se regrouper autour des méthaniseurs parce que à l'intérieur des méthaniseurs, c'est tous nos déchets fermentescibles qu'on peut mettre à l'intérieur pour produire de l'énergie. Le méthane, je vous disais tout à l'heure, est 21 fois plus embêtant pour le problème environnementaux que le gaz carbonique, mais le méthane qu'on récupère dans les méthaniseurs, c'est le méthane qui vient de tout ce qui est fermentescible et qui part dans l'atmosphère en règle générale. C'est du méthane récupéré, c'est pas du méthane qui sort de l'énergie fossile. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire avec nos territoires, et s'il n'est pas question d'implanter forcément un méthaniseur tous les 15 ou 10 km, un méthaniseur, ça peut traiter les déchets fermentescibles. Les déchets fermentescibles qu'on met dans nos poubelles, c'est une catastrophe. Donc là aussi, il est grand temps de s'y investir, il est grand temps d'aller regarder, et sur des petites unités, pas sur des énormes unités où il faudra amener toute la masse et ensuite redisperser tout le digestat. Là aussi, on est sur du maillage de territoire. Alors justement, là, quant au réseau court autonome, donc ça a été apprécié que ce soit développé, mais parfois n'y a-t-il pas le risque de concurrence dans l'utilisation de l'espace et crainte quant au manque de coordination pour favoriser diverses sources d'énergie en un même espace? Et puis également un problème quant à la centralisation, il faut faire attention à la centralisation des sources d'énergie. C'était clair. Alors dans les derniers points là, donc consommer moins d'énergie, ça je pense qu'on est tous d'accord, jeter moins et notamment pourquoi ce qu'il ne faudrait pas envisager au niveau de l'industrie d'essayer de réduire justement les emballages. Parce que c'est vrai que c'est en cours. Voilà, sinon, peut-être en guise de conclusion, participer à la baisse du CO2, c'est aussi préserver notre environnement de toute destruction de l'homme, de toute industrialisation. Ne laissons pas les lobbies financiers détruire nos paysages, je pense qu'on est d'accord. Merci. Le président peut-être peut conclure, monsieur le président, quand même. Notre ami Jacques monopolise tellement la parole qu'on va essayer de parler nous-mêmes. Je crois qu'on arrive au terme de notre matinée de travail. Ça a été très brillant, ça a été très intéressant. Je pense que c'est des gens qui sont initiés qui viennent chez nous. Certains. Bien, écoutez, merci d'avoir participé. Merci, messieurs, de nous avoir enrichis
On va maintenant digérer tout ce que vous nous avez dit. Donc, dimanche, bon